Bienvenue dans le débat et direction de New York où Joe Biden a pris la parole à la tribune des Nations Unies alors que s'ouvre l'Assemblée générale. Les chefs d'État et de gouvernement de 193 pays sont réunis pendant une semaine. Le président américain s'est exprimé à 6 semaines de l'élection présidentielle et alors que les risques d'embrasement du Proche-Orient sont au plus haut, une guerre généralisée au Liban n'est dans l'intérêt de personne, a plaidé Joe Biden à la tribune, tandis qu'Israël poursuit ses frappes sur un pays au bord du gouffre, selon le secrétaire général de l'ONU. La question du leadership américain se pose. Alors on va revenir sur le discours du président américain à l'ONU, son dernier discours. Quel bilan peut-on faire finalement de la diplomatie Biden au crépuscule de son mandat? Quid du leadership américain au Proche-Orient? Alors que nous sommes presque au bord d'une guerre totale, selon les mots de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Quelles sont les visions de Kamala Harris ou encore de Donald Trump? L'Amérique est-elle impuissante au Moyen-Orient? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Martin Cancé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du German Marshall Fund à Paris et chercheur en politique américaine étrangère. Merci d'être là. En face de vous, Dominique Trinquant, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue à vous. Marc Semo est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, collaborateur au Monde et à Challenge. Bonsoir Marc et bienvenue. En face de vous, Bachir El-Khoury. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service Moyen-Orient à Courrier International, auteur de Monde arabe, les racines du mal, et ça c'est publié aux Actes Sud. Bienvenue aussi. Merci. On va tout d'abord écouter Joe Biden. C'était donc il y a quelques instants à la tribune des Nations Unies. Un accord de cessez-le-feu et sur les otages a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est maintenant temps pour les parties d'en finaliser les termes, de ramener les otages à la maison et d'assurer la sécurité d'Israël et de Gaza libérés de l'emprise du Hamas, d'achever la souffrance des populations et de mettre fin à cette guerre. Trop de gens des deux côtés de la frontière israélo-libanaise restent déplacés. Une guerre à grande échelle n'est dans l'intérêt de personne. Même si la situation s'aggrave, une solution diplomatique est toujours possible. En fait, elle est la seule voie vers une sécurité durable pour permettre aux habitants des deux pays de rentrer chez eux en toute sécurité. C'est ce à quoi nous travaillons sans relâche. Avant de revenir sur le Proche-Orient en particulier, Marc, c'est un mot sur la tonalité tout de même de ce discours. C'était 20 minutes. Est-ce qu'il a joué un peu les vieux sages au crépuscule de son mandat? C'est son dernier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, puisqu'il ne sera plus président. C'était aussi le dernier discours d'une certaine génération, dont lui était un peu le symbole. C'est un homme qui, pendant un demi-siècle, quasiment, a été dans la politique étrangère américaine. Et c'était un peu un des symboles, en tant que démocrate, de ce que l'ex-secrétaire d'État, démocrate aussi, Madeleine Albright, avait appelé la nation indispensable. C'est-à-dire cette idée de l'Amérique porteur du flambeau de la liberté dans le monde, avec cette vocation missionnaire, et qui était, certains diront, le gendarme du monde, d'autres hurlaient contre l'hégémonie américaine, mais c'était quand même un peu le pilier de tout, et ça a été le pilier d'ailleurs de l'ordre international qui a été mis sur pied après la Seconde Guerre mondiale. Donc d'une certaine façon, ce discours de Biden, où il a relevé d'ailleurs ses succès, parce que en plus ça a été... Il a parlé de l'Ukraine, c'est à peu près un de ses succès. Il a parlé beaucoup de l'Ukraine, mais c'est un succès majeur. L'échec de la Russie dans la guerre d'Ukraine, qui aurait cru le 24 février 2022 que la Russie ne réussirait pas à envahir l'Ukraine? Rappelez-vous, on appelle Zelensky pour lui proposer de fuir. Il dit non, j'ai besoin d'armes, pas d'un taxi. Que l'OTAN continuera à s'élargir, que la Baltique serait un lac otanien, que bientôt la mer Noire serait un lac otanien, une mer otanienne. Voilà, donc d'une certaine façon, le bilan politique étrangère de Biden est plutôt très bon. Et d'ailleurs, si on le compare avec, je terminerai là-dessus, avec celui de Barack Obama, dont il était le secrétaire d'État, c'était une politique étrangère, c'était le vice-président, c'était une politique étrangère sensiblement différente, beaucoup plus interventionniste. Obama avait refusé d'intervenir en Syrie. Obama avait refusé de livrer les armes à l'Ukraine. Biden a montré, non, que l'Amérique était de nouveau là et qu'on pouvait compter sur l'Amérique, ce qui n'était pas rien. Maintenant, toute la question, c'est de savoir si Kamala Harris, si elle est élue,
sera plus Biden ou plus Obama. On va y revenir, on va en parler aussi du Proche-Orient en particulier. Martin Cancé, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Semo? Oui. Sur ce crépuscule, sur ce bilan de la diplomatie Biden? Alors, c'est un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un discours au monde, mais c'est aussi un discours dans le cadre d'une élection présidentielle américaine. On est à quelques semaines de l'élection. Je pense que ça a été calibré pour aider Kamala Harris dans sa campagne. Il a beaucoup parlé de son choix de ne pas se représenter, de faire le choix de la démocratie, de faire le choix du pays face plutôt que de choix celui qui reste au pouvoir. Exactement, oui. C'est vraiment une attaque non voilée envers Donald Trump. Et pour lui, l'objectif, c'est à la fois de défendre son bilan, mais c'est surtout de donner à Kamala Harris les clés pour qu'en novembre, elle arrive avec un maximum de chances face à Donald Trump, qui utilise depuis le début de la campagne le bilan de politique étrangère de l'administration Biden-Harris à son avantage. L'Ukraine n'est pas perçue comme une grande victoire par la population américaine. L'Afghanistan, dont il a également parlé, est un sujet qui reste On a plutôt parlé de fiasco dans ce retrait américain d'Afghanistan. Oui, dans la forme, mais sur le fond, les Américains étaient tous en faveur d'un retrait. Il n'y avait pas de Trump qui avait négocié les termes en plus. Tout à fait. Et l'autre sujet, que ce soit le Moyen-Orient ou la relation avec la Chine, sont aussi des sujets très contentieux qui sont plutôt en faveur de Donald Trump dans la campagne. Donc c'est à quelques semaines de l'élection, pour moi, un discours aussi de politique intérieure. Dominique Trinquant. Oui, alors j'ai bien écouté le discours. C'est vraiment un discours d'adieu d'une génération, effectivement. Il a commencé par sa carrière alors que c'était la guerre du Vietnam. Oui, il a parlé de la guerre du Vietnam. Exactement. Et donc il a parlé de toutes ces guerres au passage. Et j'ai été frappé par une chose lorsqu'il a parlé du retour de la guerre en 2001, en fait, avec les World Trade Center, puis l'Afghanistan et cette longue guerre de 20 ans d'Afghanistan et on a su sortir de tout ça. En fait, à chaque fois, il termine comme ça en disant on a su sortir de tout ça et même quand il y avait la guerre, on a été capable de trouver des solutions. Maintenant, effectivement, sur l'Ukraine, il a été un ferme soutien et on voit un échec de la politique russe d'annexion de l'Ukraine, si on peut l'appeler comme ça. En revanche, sur ce dont on va parler, sur le Moyen-Orient, là, on s'aperçoit qu'on bute. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de capacité de pouvoir changer quelque chose. Un point qui passe certainement inaperçu pour tout le monde, mais qui pour moi, qui était là-bas au Conseil de sécurité, est important. Il a dit que les États-Unis étaient favorables au changement du Conseil de sécurité et de l'entrée de nouveaux membres. Très important, parce que moi j'ai vécu pendant 25 ans... La réforme du Conseil de sécurité. Voilà, pendant 25 ans, un blocage. Les Américains, au-delà de 15, ils disaient on ne sait pas faire, donc on ne prendra personne. Donc on n'est pas au bout du chemin, mais ça veut dire que quand même il y a une petite ouverture sur faire rentrer de nouveaux membres. Peut-être des pays africains même. Des pays africains. Ah ben ça c'est une autre question. Oui. Vous avez raison. Les modalités. Mais déjà faire rentrer, par exemple, des Africains, les faire rentrer au Conseil de sécurité. Et ça, c'est quand même une nouveauté, parce qu'il faut rappeler que l'échec des Nations Unies aujourd'hui, c'est l'échec de la capacité du Conseil de sécurité à décider, sauf la résolution dont il a parlé, qui est la seule résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité, qui appelait à un cessez-le-feu, et qui a été votée au mois de juin, avec l'appui des Américains. Alors qu'on disait que pour le Proche-Orient, il n'y aurait pas de résolution, la résolution contre Israël. Ne s'est pas traduite. Mais non, parce que Israël, parce que c'est là où on bute, parce que les Américains ne sont pas capables de faire plier Israël aux décisions. C'est un peu le cœur du sujet. Bachir El-Khoury, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et est-ce que, en ce qui concerne, lorsqu'il parle du Proche-Orient, on l'a écouté il y a un instant, lorsqu'il dit la solution diplomatique est encore possible? Alors oui, je suis d'accord avec ce qui est dit. Après, sur le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, je trouve que le discours de Biden était d'une tiédeur au vu de la gravité de la situation. On assiste aujourd'hui à une des guerres les plus longues de l'histoire d'Israël, de l'État hébreu. Jamais Tsahal n'a été aussi mobilisé sur un front. Et aujourd'hui, il y a un deuxième front qui est en train voire un troisième, si on parle de la Cisjordanie aussi. Qui est en train de s'ouvrir. Et la région risque de s'embraser. Donc, dire que la guerre n'est dans l'intérêt de personne et qu'on travaille à une solution diplomatique, sachant que c'est un discours qui a été dit et redit, c'est un discours
que Joe Biden tient depuis, depuis un an. Je trouve qu'il a été plutôt Vous diriez décevant. que c'est un échec? Il a été décevant et oui, il y a un échec de la politique américaine au Moyen-Orient. Il y a en tout cas une absence et un désengagement qui a commencé déjà avec Barack Obama, qui a refusé d'intervenir en Syrie, Trump qui a maintenu quand même cette politique de désengagement, et Biden confirme cette absence des États-Unis sur l'échiquier moyen-oriental. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là, aujourd'hui, rien ne pourra arrêter Benyamin Netanyahou dans sa guerre, parce qu'il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus personne pour dire ce sont les limites du jeu. Général Trinquant. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec cet échec américain au Proche-Orient. La meilleure preuve, c'est que le président Biden continue à parler des deux États, alors qu'on sait très bien que l'objectif principal de M. Netanyahou, c'est l'impossibilité d'avoir un État palestinien. Mais clairement, c'est sa politique. Mais il n'est pas le seul, le président Biden, à dire ça, parce qu'on s'accroche aux deux États. Sauf que M. Netanyahou a tout fait pour qu'aujourd'hui, on ne puisse plus penser à un deuxième État. Donc, Marc Semo, Ali, cette relation finalement entre Joe Biden et Benyamin Netanyahou, on sait qu'elle est complexe depuis le début. Finalement, il fait pression sur le Premier ministre israélien, mais pas vraiment. Est-ce que ça se résume aussi à ça, à ces tensions entre les deux? Il y a une impuissance américaine, mais qui d'autre pourrait faire mieux? Ouais, non, mais... C'est quand même ça le problème. Ensuite, cette impuissance américaine... C'est une impuissance ou c'est une absence de volonté? C'est un mélange des deux. Alors d'abord, il y a eu des cas où Washington a tordu le bras aux dirigeants israéliens, mais c'était à chaque fois des présidents républicains, autant qu'ils m'en souviennent. Ça avait été Nixon et Kissinger, secrétaire d'État après la guerre de Kippour, où ils ont permis à Israël de rétablir la situation, mais pas de survaincre contre l'Égypte afin de laisser ouvert les possibilités qui sont ensuite concrétisées d'un accord de paix, ce qui est extrêmement brillant. Ça a été la conférence la conférence de Madrid en 92, où on a posé les bases. Là, il y a une vraie tentative. Voilà, où ils ont vraiment tenté de tordre les bras. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué parce que la situation est beaucoup plus confuse. Il y a beaucoup plus d'acteurs. Les puissances régionales jouent à plein leur rôle, y compris leur pouvoir de nuisance. Donc, la marge de manœuvre de Joe Biden est très faible. Et ensuite, là-dessus, il ne faut pas oublier non plus qu'on est en campagne électorale, à quelques semaines des élections, ce qui ne simplifie pas. Et donc quoi, ça paralyse l'ensemble, cette campagne électorale, puisqu'on est à 7 semaines. Il y a un exemple, là, je finirai juste là-dessus, qui est extrêmement concret. C'était celui des bombes de grande précision, dont j'oubliais le terme technique. L'argument était, si on ne les livre pas à Israël, Israël continuera à prendre des bombes qui sont beaucoup moins précises, et donc ils font beaucoup plus de dommages collatéraux. Alors on fait quoi ? On fait quoi? Question. Marc Ancet, c'est une question de volonté ou c'est une question d'impuissance globale parce que justement le Proche-Orient, le Moyen-Orient est très complexe, comme on le sait? Je pense que l'erreur serait de considérer que les États-Unis, l'administration Biden, a la vision qu'il suffit de faire pression sur Benjamin Netanyahou pour résoudre le problème au Proche-Orient. Mais est-ce qu'il fait pression sur lui? Le problème, c'est que avoir cette idée qu'il suffit d'appeler Jérusalem pour résoudre ce qui se passe au Proche-Orient, à mon avis, c'est une erreur. C'est très certainement pas ce que pense Joe Biden. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une capacité d'agence dans ce conflit. Et Israël n'est qu'un de ces acteurs. Donc ça, c'est vraiment la vision de Joe Biden, à mon avis, qui est juste. L'autre point, c'est que vous mentionniez Barack Obama. Depuis 15 ans, depuis la fin, finalement, de la guerre en Irak, les États-Unis envoient un message. Nous sortons du Moyen-Orient. Ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas notre sujet. Il est difficile, après avoir envoyé tous les ans ce même message, de forcer des acteurs de la région à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Ni les Israéliens... Tout en restant l'allié d'Israël, quand même. Alors, le partenariat avec Israël reste évidemment un partenariat stratégique qui ne change pas, mais l'intégration militaire, l'investissement politique des États-Unis n'a rien à voir avec ce qu'il était encore dans les années 2000. Vous ne pouvez pas envoyer ce message-là tous les ans, à chaque campagne électorale, et c'est vrai aussi aujourd'hui avec Kamala Harris et Donald Trump,
et ensuite imaginer qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les acteurs de la région vous écoutent et se plient à votre décision. Donc il y a une absence de volonté, enfin en tout cas une volonté de se dégager parce que du Proche-Orient. C'est-à-dire que Sauf de garder comme allié les Israël. États-Unis vont défendre Israël. Ils le disent tout le temps. On va défendre Israël. Mais défendre Israël ne veut pas dire les forcer à faire une autre politique que ce qu'ils ont envie de faire. Et la difficulté, c'est que Israël, qui est un pays en guerre, on le sait depuis longtemps, après le 7 octobre, il considérait qu'il était en survie, d'une certaine façon, parce qu'il avait perdu la dissuasion qui faisait qu'on ne l'attaquait pas. Et donc, il doit rétablir cette dissuasion. Et donc, les opérations qu'on voit aujourd'hui, en particulier au Liban, c'est fait pour rétablir la dissuasion d'Israël. Et là, avec le risque de généraliser le conflit dans toute la région. Oui, alors je crois, qu'est-ce que ça veut dire toute la région? Je ne crois absolument pas que l'Iran va se mouiller dans une opération comme ça. L'Iran sait qu'il est faible depuis un petit moment, depuis quelques mois. Toutes les actions engagées par l'Iran contre Israël ou Israël contre l'Iran ont démontré la faiblesse de l'Iran. Donc j'y crois pas trop. Mais ceci étant, il est certain que l'action actuelle au Liban est extrêmement dangereuse, en particulier si Israël décidait de rentrer au Liban, ce qui n'est pas encore le cas. Avec une opération terrestre. C'est ça qu'on craint au Liban, Bachar El-Khoury? Absolument. En tout cas, ça n'est pas à exclure. Ça n'est pas à exclure. Il y a un parallèle. Les Libanais craignent une invasion terrestre, mais les Israéliens aussi. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que une invasion terrestre, ça veut dire le risque d'enlisement au Liban. Et ça s'est déjà passé, non mais bien avant. 2006, il y a eu 1978-1982, l'opération Litanie. Il y a eu des zones de sécurité, des zones tampons, des zones de sécurité, une zone de sécurité qui a été établie entre 1985 et 2000, et ça n'a pas empêché les attaques contre des soldats israéliens et contre le nord d'Israël. Donc en fait, Israël a tout à perdre s'il y a invasion terrestre du Liban. Mais pas aux yeux de Benyamin Netanyahou. Enfin, pour l'instant, il n'a pas annoncé. Justement, c'est la question que se posent beaucoup d'analystes en Israël. Quel est l'objectif stratégique de Benyamin Netanyahou? C'est-à-dire que on est en train de lancer, on se lance dans une guerre à Gaza. On veut détruire le Hamas. Un an plus tard, le Hamas est toujours là. Il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu. On ne sait pas ce qui va se passer pour l'après-Hamas. Et entre-temps, on lance une guerre à nouveau contre le Hezbollah sans vision, sans stratégie, sans vision politique. Il dit simplement qu'il veut ramener justement les Israéliens au nord d'Israël, les 60 000 c'est ça l'objectif. Il y a une cohérence qui est celle de vouloir éliminer les menaces. Il y a eu la menace du Hamas, la menace du Hezbollah est encore plus sérieuse, mais comme le disait Elie Barnavi, l'historien, ancien ambassadeur en France, il dit « Moi je suis à chaque fois frappé du fossé qu'il y a entre le génie opérationnel d'Israël et son imbécilité stratégique. C'est-à-dire, toutes les opérations qui sont lancées maintenant sont extraordinairement efficaces et déstabilisatrices contre le Hezbollah. Les pagères, ça, appelons un chat, ça a visé ceux qui les portaient, qui étaient des gens du Hezbollah, en général des hauts cadres du Hezbollah, et c'est eu un effet, les beepers, dévastateur sur... Non, mais ça a été une gifle historique pour le Hezbollah. Voilà. C'est jamais ensuite, dans son histoire, il a encaissé un coup pareil. Ensuite, le degré de pénétration du renseignement israélien en Iran, mais aussi dans les structures du Hezbollah, est absolument stupéfiant. C'est-à-dire le numéro 3, Akil, échappe, il est juste blessé quand son beeper explose, il est tué par une bombe dans une réunion avec une quinzaine d'autres commandants quelques heures plus tard. Donc ça montre qu'il y a quasiment une espèce de prise directe d'Israël sur ce qui est en train de se passer dans le Hezbollah. Donc il y a une volonté effectivement d'affaiblir le Hezbollah, ce qui a une logique opérationnelle. C'est-à-dire on élimine la menace. Le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Allez-y, je donne la parole. Un point, à la fois sur le plan stratégique, c'est juste, personne aujourd'hui n'a de vraie visibilité sur l'objectif final. Je n'utiliserai quand même pas le terme de lancer une guerre, dans le sens où chronologiquement,
La C'est guerre les autres. a démarré le 8 octobre avec le Hezbollah. Le lendemain des attaques du Hamas, le Hezbollah bombarde Israël. En soutien au Hamas. Exactement, en soutien au Hamas d'abord, puis après... Mais là, on parlait de guerre de faible intensité. Et en fait, on Oui, est mais passé à une autre phase. l'idée que la quelques guerre jours. passe d'une autre phase est une vérité. L'idée qu'il n'y avait rien avant ces derniers jours, l'escalade au sud du Liban, est faux. Il y a des milliers de personnes des deux côtés de la frontière qui pourront vous dire la guerre n'a pas démarré il y a quelques jours. Par contre, l'absence de stratégie, pour revenir sur les États-Unis, pour moi, il est également le résultat d'une incapacité de Washington aujourd'hui à penser la victoire. Que ce soit en Ukraine, où on soutient l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de survivre, mais on ne donne pas à l'Ukraine les moyens de vaincre, ou en Israël, où on soutient en effet Israël après les attaques du 7 octobre, mais l'administration Biden ne cesse de finalement prendre ses distances vis-à-vis à la fois de Benjamin Netanyahou et d'un certain nombre d'actions de l'armée israélienne. C'est une administration américaine qui cherche à gérer les conflits plus qu'à les résoudre. D'abord parce qu'elle ne peut pas les résoudre, elle n'a pas les capacités, on l'a mentionné, pour véritablement s'attaquer aux racines du problème. Et ensuite parce que politiquement, ils sont absolument paralysés à l'idée que cela puisse aider Donald Trump à gagner en novembre. Donc il y a en plus cette contrainte électorale. Mais enfin, il pourrait aussi décider d'organiser une grande conférence avec des acteurs régionaux, être un peu, tenir un leadership là-dessus, Oui, mais comme non. ça s'est passé d'ailleurs avec la conférence de Mais Madrid. Non, mais Là, les Américains- oui, mais je crois qu'avec M. Netanyahou, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous voulez, M. Il faut lui Netanyahou... forcer un peu la main, non, Mais quand non, on mais- est américain. Non, mais encore une fois, avec bien sûr la pression des élections américaines, mais encore une fois, Quand il on parlait doit... de solution à deux États depuis le début, Joe Biden, il parlait bien d'une solution diplomatique. Là, il dit dans son discours, Bien sûr. la diplomatie est encore possible. Non, Donc, mais- comment... Bien sûr, mais sauf que M. Netanyahou ne veut pas envisager une seule seconde un État palestinien. Donc, si vous voulez, à la fois, on défend Israël parce que Israël doit exister, ne doit pas disparaître, mais en même temps, on n'est pas du tout d'accord avec la politique de M. Netanyahou. Donc, c'est compliqué. Autant, je trouve qu'il y a une faute de la part des Américains, en particulier en Ukraine, je suis votre point de vue, autant sur Israël, en fait, ils sont piégés par le fait qu'ils ne peuvent pas suivre la politique de M. Netanyahou, mais en même temps, ils doivent défendre Israël. Donc, ils sont piégés eux-mêmes par leur stratégie. Alors qu'en Ukraine, c'est simplement qu'ils ont peur, d'une certaine façon, de se retrouver face à la Russie, ce qui les retient à chaque fois d'aller jusqu'où ils devraient aller pour soutenir l'Ukraine. On va écouter Antonio Guterres, qui lui dénonce un Liban au bord du gouffre. Le secrétaire général de l'ONU, c'était justement à l'ouverture dimanche de ces réunions annuelles de l'ONU à New York. Le niveau d'impunité dans le monde est politiquement indéfendable et moralement intolérable. Gaza est un cauchemar permanent qui tend à entraîner toute la région avec lui. Ne cherchez pas plus loin que le Liban. Nous devrions tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est au bord du gouffre. Les Libanais, les Israéliens et les peuples du monde entier ne peuvent pas accepter que le Liban devienne un autre Gaza. Bachar El-Khoury, c'est ça la nouveauté par rapport à justement ce qu'on disait il y a un instant, les échanges de tirs entre Hezbollah et Israël, cette espèce de conflit en basse intensité. Là, on passe à autre chose. Les Libanais ont peur aujourd'hui. À part qu'ils ont peur, on passe à autre chose complètement. C'est-à-dire que Israël a lancé une opération qu'elle a d'ailleurs baptisée Flèche du Nord, qui, moi, en tant que journaliste et observateur qui suit le conflit depuis un an, me pousse à établir un parallèle avec ce qui s'est passé au début de la guerre à Gaza. On avait, si vous vous souvenez, il y avait eu une période de raids aériens intensifs et l'invasion terrestre a commencé 3 semaines plus tard. Et ça a été précédé par des appels à l'évacuation. Donc c'est exactement le même scénario qui est en train de se répéter. Alors la question c'est, est-ce que Netanyahou va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va profiter justement de cette absence d'acteurs internationaux assez puissants pour arbitrer un peu ou profiter de cette absence et de la période électorale pour mener son plan à bout. Ça pourrait être une fenêtre d'opportunité pour Benjamin Oui, ça peut être Netanyahou une là en ce fenêtre moment, parce que cette d'opportunité. semaine... Il ne faut pas non plus
ce type de guerre se ressemble. Donc on fait des bombardements, etc. Ça ne veut pas dire que nécessairement Israël ira dans une opération terrestre. Et il y a une grande différence. C'est que le but de guerre que présentent les Israéliens officiellement sur cette opération pour le Nord est très différent de celui sur Gaza. À Gaza, on parlait d'éradication, destruction du Hamas, qui était, comme chacun le sait, absolument impossible. Là, c'est éviter les bombardements sur le nord d'Israël et permettre le retour des quelques 60-70 000 Israéliens qui ont été déplacés. Ce qui est possible d'être atteint, y compris par des discussions de la diplomatie. Il y a la résolution 1701 des Nations Unies qui a été faite pour clore l'opération, le fiasco absolu d'ailleurs de l'opération tragique israélienne des 33 jours en 2006, qui prévoit le retrait du Hezbollah au-delà du fleuve Litanie. Donc on peut imaginer une discussion autour de cette base avec un Hezbollah on n'en est pas là. affaibli. Là, on est plutôt dans une escalade. Là. Alors, on va écouter. Mais les Israéliens parlent à cet égard d'escalade pour la désescalade. C'est-à-dire on monte au maximum, on montre au Hezbollah qu'il y a réellement le risque de la guerre totale où eux, comme l'Iran, perdraient. Et à partir de là, pour enclencher un processus de discussion. Mais c'est très dangereux, je suis d'accord avec vous. Il ne faut surtout pas oublier qu'en 2006... l'objectif était le même. Absolument. L'objectif était le même et résultat, le Hezbollah n'a pas été affaibli. L'arsenal, au contraire, il a même pris plus de pouvoir. L'arsenal, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Il a participé, il est passé du statut de milice locale à une milice régionale avec un rôle vraiment régional. Et donc, juste, je voulais dire une chose à ce sujet, c'est que la résolution 1701 a été votée justement pour arrêter cette guerre. Ouais. On est en 2024, donc 18 ans plus tard, ni le Hezbollah n'a été affaibli. Il a son arsenal militaire a été multiplié par 10. Il a aujourd'hui 150 000 roquettes alors qu'il avait 15 000 roquettes en 2006. Et la résolution 1701 n'a jamais été appliquée. Donc on est dans un constat d'échec total à ce niveau. Donc on se pose la question, à quoi servit cette guerre de 2006 ? À quoi peut-elle servir ? Et à quoi va servir une guerre aujourd'hui ? Simplement différence par rapport à la campagne de 2006 et celle de Gaza, c'est que Israël a réussi à décapiter toute la hiérarchie militaire du Hezbollah. Complètement. Je veux dire, moi j'ai vu l'organigramme, ils sont tous morts. Il ne reste plus que Nasrallah. Voilà, qui est le politique. Hein. Mais donc ceux qui étaient capables de monter des opérations ont disparu. Ça ne veut pas dire que toutes les roquettes ont disparu, mais ça veut dire que la structure militaire qui pouvait menacer Israël a disparu. Et ça commence par là, alors qu'à Gaza... ça se termine par là, et ça ne se termine pas d'ailleurs. Et en 2006, ça n'a jamais été fait. Donc je crois qu'Israël, là, a mis militairement et sur le plan opératif, quelque chose qui fonctionne. Maintenant, son problème, c'est sa stratégie sur le long terme, bien sûr. Alors justement, on va voir à Jérusalem Pauline Godard, notre envoyée spéciale, puisque Benyamin Netanyahou, malgré le fait qu'il a effectivement touché, vous le disiez, donc vraiment au cœur, le Hezbollah, il veut continuer à frapper le Hezbollah. Il l'a redit aujourd'hui, Pauline. Oui, en effet, Benyamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure lors d'une visite d'un centre de commandement de l'armée israélienne et il l'a dit et répété, Israël continuera à frapper le Hezbollah. Il en a profité également pour s'adresser au peuple libanais. Il leur a dit que notre guerre n'est pas contre vous, notre guerre est contre le Hezbollah, mais il l'a dit également et répété, celui qui a un missile dans son salon et une roquette dans son garage n'aura plus de maison. L'objectif du Premier ministre avec cette opération qui est menée sur le sud du Liban et dans la vallée de Bekaa, eh bien, c'est de permettre, vous le disiez, j'entendais un de vos invités en parler, en effet, de permettre aux 65 000 personnes qui ont été déplacées du nord d'Israël, eh bien, ces Israéliens, de pouvoir rentrer chez eux le plus vite possible. Et Benyamin Netanyahou cherche également à rompre ce lien qui existe entre la bande de Gaza et le Hezbollah. Certains disent ici aussi que le fait de détourner cette attention sur le nord d'Israël,
eh bien, permet de moins parler de ce qui se passe toujours dans la bande de Gaza, de moins parler également des otages et de cet accord qui ne vient pas, cet accord de trêve que tout le monde espère, notamment ici et notamment pour une possible libération des otages. Une partie de la population ici dit d'ailleurs que Benyamin Netanyahou est en train d'abandonner les otages en menant cette opération dans le nord, dans le sud de la bande de Gaza, et pour que le nord d'Israël soit moins frappé. Alors on sait également que Benyamin Netanyahou est attendu à la tribune des Nations Unies pour s'exprimer. Joe Biden, lui, a rappelé tout à l'heure et a appelé à ce qu'un cessez-le-feu immédiat soit mis en place entre le Hamas et Israël. Mais on sait bien sûr que Benyamin Netanyahou, pour l'instant, est plutôt hermétique à tous les appels de la communauté internationale. Merci beaucoup, Pauline Godard, donc en direct et envoyée spéciale à Jérusalem. Martin Cancé, un commentaire. Bon, il y a plusieurs choses là. Donc déjà, il va continuer à frapper le Hezbollah. Il l'a dit en disant « je ne touche pas au peuple libanais ». Mais en fait, effectivement, il y a tout de même des victimes. Les Libanais ont peur. Et en même temps, il continue. Donc est-ce que c'est pour faire diversion, effectivement, pour ne plus parler de cet accord que Joe Biden a mentionné lorsqu'il disait la diplomatie sera victorieuse, il faut que cet accord de libération des otages avec libération des prisonniers palestiniens en face voit le jour, et ça fait des mois qu'on en parle. Oui, alors il y a des considérations évidemment de politique intérieure israélienne à prendre en compte, mais pour revenir à ce dont on parlait, notamment aux résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées, la question que les Israéliens vont poser aussi à Washington, c'est que faites-vous pour résoudre le problème auquel nous faisons face avec ces bombardements du Hezbollah dans le nord du territoire. Le Hezbollah est renforcé, le Hezbollah est plus proche de la capacité donc à rendre cette zone de territoire israélien un no man's land. Que faites-vous finalement pour résoudre cette situation ? L'incapacité de la communauté internationale dépasse très largement celle des États-Unis, mais est évidente. Et l'incapacité notamment de l'ONU à faire respecter les résolutions dont on parlait ne dépendent pas de la pression américaine sur Benjamin Netanyahou. C'est le Conseil de sécurité qu'elle appartient un enjeu par rapport à la capacité de la communauté internationale à offrir des solutions à des enjeux de sécurité réels. Un mot d'ailleurs, le Premier ministre libanais Mikati va aller aux Nations Unies. Manifestement, Benyamin Netanyahou devait y aller demain, mais il repousse son voyage. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il adore les Nations Unies. Benyamin Netanyahou. Et d'ailleurs, est-ce que c'est utile que Mikati y aille aussi ? Non, alors d'abord, M. Netanyahou n'aime pas beaucoup les Nations Unies pour deux raisons. La première, c'est qu'il va se retrouver face à une opposition quasi générale aux Nations Unies. Beaucoup d'opposants à sa position. Ensuite, pour revenir sur la 1701, il se trouve que je l'ai bien suivi, puisque j'étais à New York dès sa mise en place. Il faut se rappeler simplement... La fameuse résolution. Sur la frontière, il faut le redonner, entre le Liban et Israël. Il faut se rappeler simplement que c'est une résolution qui a été votée pour tirer Israël de la sale position dans laquelle elle était. On a envoyé 12 000 casques bleus pour ça là-bas. Français, italiens, espagnols. Mais dans les termes... ça n'est pas une résolution prise sous chapitre 7. C'est-à-dire que la force n'a pas mandat pour aller désarmer le Hezbollah. Elle a mandat pour accompagner l'armée libanaise et demander gentiment au Hezbollah de ne pas être entre le Litanie et le Sud. Donc évidemment, ça ne marche pas. Mais on est bien d'accord, ceci a été conclu en accord avec tous les membres du Conseil, bien sûr, et Israël, qui savait très bien, mais qui avait besoin de se sortir d'une épine dans le pied parce qu'ils étaient pris au sud Liban. Voilà. Donc depuis cette époque-là, ça a été comme ça. Le Hezbollah en a profité pour se renforcer. Et aujourd'hui, je suis assez votre point de vue, qui est que les Israéliens peuvent dire, écoutez, 1701, on voit que ça n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, oui, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués là, mais sur la question, vous voulez, de la participation du Liban, de Najib Mikati au Conseil de sécurité... Voilà, ça c'est un des sujets, effectivement. Il faut savoir malheureusement que en fait, les autorités libanaises sont plus observatrices qu'actrices du conflit, et que la décision n'est pas entre les mains du gouvernement libanais, qui est de surcroît un gouvernement
un gouvernement qui est chargé d'expédier les affaires courantes depuis 2 ans. Donc, que le pays est sans président depuis 2 ans. Donc il y a ça déjà. Donc c'est le Hezbollah et c'est l'Iran. Voilà. Aujourd'hui, le regard est tourné vers l'Iran et sa position par rapport à ce qui se passe, à mon avis, à mon humble avis, sera déterminante assez déterminante pour la suite des événements. On va écouter d'ailleurs Joe Biden qui s'est exprimé sur l'Iran. Les progrès vers la paix nous mettront dans une position plus forte pour faire face à la menace permanente que représente l'Iran. Ensemble, nous devons priver d'oxygène ces proxys terroristes qui ont appelé à plus de 7 octobre, faire en sorte aussi que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire. Marc Sémon, alors évidemment, il y a cette problématique nucléaire. Et puis le président iranien qui s'est exprimé d'ailleurs sur CNN, il a menacé Israël en disant « Le Hezbollah ne peut pas rester seul ». C'est pour ça qu'on parle d'escalade aujourd'hui. Et les Américains, me semble-t-il, ont même avancé un certain nombre de navires, ont ajouté un certain nombre de navires dans la région. Depuis le début, depuis les attaques du 7 octobre, l'ombre de l'Iran est là, alors à des degrés divers, mais maintenant, effectivement, plus que jamais. Le Hezbollah est quand même de tous les proxys celui avec lequel l'Iran a les rapports les plus proches. C'était aussi jusqu'ici le plus fort militairement, en nombre d'hommes, bien entraînés, au moins une 30aine de mille, en nombre de roquettes, 150 000. Et l'Iran, pour le moment, autant que le Hezbollah, et par le Hezbollah en partie, a subi une suite de revers majeurs, à commencer par l'élimination d'Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui était à Téhéran pour l'intronisation du nouveau président. Sauf que l'Iran est parfaitement conscient du rapport de force actuel, et l'Iran ne veut pas actuellement un conflit majeur. D'où le fait que probablement le guide ait laissé élire Pezeshkian, qui est effectivement beaucoup plus modéré en apparence, etc., même s'il n'a aucun pouvoir, parce que l'Iran voit le rapport de force. L'Iran est lancé dans son programme nucléaire. Il n'est pas encore arrivé au stade d'être une puissance nucléaire, mais elle est ce qu'on appelle une puissance du seuil. Donc son intérêt pour le moment est d'attendre. D'où la fenêtre d'opportunité pour Benyamin Netanyahou, en fait. Oui, c'est là qu'il y a un risque. Parce que ce qui est intéressant par rapport au discours de Joe Biden et plus généralement à la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, c'est qu'on a 3 formes de rapport à l'Iran. On a eu d'abord Barack Obama qui tend la main à l'Iran en essayant de trouver un accord sur le nucléaire. On a ensuite Donald Trump qui fait l'inverse, qui considère que la meilleure manière de gérer la crise iranienne et le cauchemar que serait un Iran nucléaire, c'est de créer une forme de partenariat ou d'alliance d'acteurs de la région autour des accords d'Abraham avec le soutien des États-Unis. Joe Biden a essayé de faire les deux. Il a à la fois soutenu les avancées qui avaient été trouvées durant l'administration Trump pour créer des alliances, créer des coopérations entre les acteurs du Golfe et Israël, et en même temps, il envoie depuis le début un message à l'Iran en disant « si vous souhaitez parler, nous sommes prêts à reprendre les discussions sur le nucléaire ». Aujourd'hui, il est évident que l'administration Biden n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait de l'Iran, et on va voir avec Kamala Harris et Donald Trump 2 options encore totalement opposées pour les 4 années à venir. Il faut rappeler que dans l'accord, il y a un autre larron qui s'appelle la Russie, et que la Russie a claqué la porte avec la possibilité de continuer les négociations sur l'accord sur le nucléaire iranien. Nucléaire iranien. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau depuis le mois de février 2022. Donc je ne vois pas, moi, aujourd'hui, cet accord faire. Les États-Unis ont besoin de l'Iran, l'Iran a besoin des États-Unis, et donc je ne les vois pas. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'Iran n'a pas intérêt à une confrontation. Il connaît sa faiblesse, premier point. Et je pense, y compris en interne. Oui, y compris en interne, tout à fait. En interne et en externe. Et c'est pour ça que probablement le président iranien, qui est nouvellement élu, qui est aux Nations Unies, est l'homme qui va essayer de faire ami-ami, ou moins de discuter avec un certain nombre de gens et de ne pas avoir une position trop dure. Qui, les gens ? Comment ? Avec qui ils discutent ? Les Américains, avec déjà. Les Américains, bien sûr. Alors, ça, c'est... Il nous reste 5 minutes, vous vouliez ajouter quelque chose ? Moi, je voudrais revenir sur l'Iran et le rôle de l'Iran dans le conflit actuel. C'est vrai qu'il a dit ça aujourd'hui à la chaîne américaine CNN. Le Hezbollah ne peut pas rester seul. Oui, le Hezbollah ne peut pas rester seul, mais en même temps, il faut aussi savoir que son ministre des Affaires étrangères a lancé le lundi
alors que le Liban était à feu et à sang, un appel à des négociations, à une reprise des négociations sur le nucléaire, si les autres parties le souhaitaient. C'est ce qu'il a dit. Donc avec les Américains, éventuellement? Donc avec les Américains, avec les Européens. C'est-à-dire, en fait, ce message envoyé au début d'une offensive ou d'une opération israélienne contre le Liban veut dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Iran ne veut pas de guerre régionale et adopte un ton prudent. Et d'ailleurs, on le voit dans la riposte du Hezbollah. On voit qu'en fait, le Hezbollah aussi, en fait, est pris de court par les attaques au beeper, par la décapitation carrément de son commandement militaire. Et là, une opération, une offensive aérienne intensive avec l'Iran qui est aux abonnés absents, une absence américaine aussi. Donc, mais c'est là où je veux dire, c'est là où Netanyahou pourrait profiter en fait de cette double absence iranienne et américaine. Parce que qu'est-ce qui va l'arrêter, Netanyahou? Non, mais c'est ça, exactement. Qui peut arrêter Netanyahou? Les Américains, en dehors de on l'a vu, ne le veulent pas. Les Iraniens sont faibles. Donc, effectivement, il pourrait profiter de cette occasion pour aller jusqu'au bout de sa logique. Voilà. Et je répète, sa logique, c'est pas de Palestine, rétablir l'autorité d'Israël dans la région. Et c'est le danger, bien sûr. Martin Cancé. Juste un point, parce que je suis vraiment en accord avec l'idée que le message du ministre des Affaires étrangères iranien au milieu de cette crise est assez important, mais je reste très prudent avec l'idée que les gens ne veulent pas la guerre. Enfin, j'entends ça depuis le 7 octobre, on entendait ça avant aussi l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense que parfois on a envie de se rassurer en se disant les gens ne veulent pas la guerre, ne veulent pas la guerre. Il y a une différence entre le message public de ces pays et ce qu'ils font véritablement dans la région. Et je suis peut-être plus pessimiste que vous quant à l'évolution de leur choix aujourd'hui et dans les jours à venir. Oui, juste un mot, je suis entièrement d'accord avec vous, mais la différence, c'est pas simplement une question qu'ils ne veulent pas, parce que oui, c'est pas une question de sentiment, c'est une question simplement d'évaluation de rapport de force. Et là-dessus, effectivement, peut-être que l'Iran sera contraint à la guerre, mais je pense qu'il fait tout. Il freine parce qu'il voit le rapport de force. C'est-à-dire aujourd'hui, compte tenu des fissures qu'il y a dans ce régime, le guide sait parfaitement que c'est le destin même de la République islamique qui est en danger et que le risque, c'est comme ça. Donc on ne peut pas exclure une opération terrestre israélienne au Sud-Liban. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas exclure que M. Netanyahou veuille aller jusqu'au bout de sa logique. Même si les Américains ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Oui, mais les Américains ont voté une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza, il n'est pas respecté. Qu'est-ce que ça apporterait aux Israéliens une opération terrestre au Sud-Liban? Les Américains ont aussi dit ça n'est pas possible, quand on était à 20 000 morts à Gaza, que le nombre de victimes civiles était trop élevé. Aujourd'hui, on est à plus de 40 000. Hier, au Liban, il y a eu 500 morts en une journée. 500 morts, alors que durant la guerre de 2006, il y a eu 1200 morts. Donc, c'est-à-dire en une journée, on a la moitié du bilan civil d'une guerre de 33 jours. On apprend que l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies lui dit qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une invasion terrestre du Liban. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Bachir El-Khoury. Merci Dominique Trinquant, Marc Semo, Martin Cancé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce discours de Joe Biden aux Nations Unies. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast également. Je vous dis à demain.